Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Tout le monde dans la salle, même jusque dans le fond, tout le monde est bienvenu. Et puis les gens en ligne également. C'est un plaisir qu'on a aujourd'hui de recevoir Angélique Remacle, qui est chercheure en Belgique et qui va nous parler dans un instant de la voix en contexte professionnel. Je vais vous donner un petit cadre un peu sur le CV de Dr Remacle, qui a un master en logopédie. La logopédie en Belgique, c'est l'orthophonie chez nous. Donc, il va falloir faire des fois la traduction. Et docteur en sciences psychologiques et de l'éducation. Le docteur Remacle est spécialiste dans le domaine de la voix. De 2007 à 2014, elle a exercé en qualité de logopède clinicienne dans le service d'ORL du CHU de Liège. En 2013, elle a soutenu une thèse de doctorat sur la charge vocale, toujours à l'Université de Liège. Puis ensuite, elle a réalisé un postdoc portant sur la voix la voix de l'enseignant au GIPSA Lab à Grenoble. Présentement, le professeur Remacle, le docteur Remacle, est chargé de recherche au FNRS. Ses travaux portent sur l'apport de la réalité virtuelle dans l'apprentissage d'un comportement efficace en situation d'enseignement où la voix est sollicitée. Puis il est également chargé de cours à l'Université catholique de Louvain et à l'Université libre de Bruxelles. Alors, je vous présente le docteur Remacle. Merci Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'en profite pour remercier chaleureusement le laboratoire de cyberpsychologie, Stéphane Bouchard et son équipe pour leur accueil lors de ce séjour que j'effectue ici pour une durée d'1 mois. Et également pour l'organisation de cette conférence. Donc je suis très heureuse d'être avec vous ce midi pour vous parler d'un sujet qui me passionne, à savoir la voix. Donc comme l'a dit Stéphane, mon parcours c'est celui d'une orthophoniste et d'une chercheuse. Donc aujourd'hui je vais aborder cette thématique qui est la voix en contexte professionnel avec mes lunettes d'orthophoniste clinicienne, mais surtout mes lunettes de chercheuse, et je vais essayer de vous apporter des informations issues des recherches scientifiques récentes sur le sujet. La voix, c'est bien entendu un phénomène de communication, mais c'est également un très fort vecteur d'émotion, comme on peut l'entendre dans cet extrait de Maria Callas. Voilà. Par ailleurs, la voix n'est pas un phénomène anodin, elle en dit long sur le locuteur. Vous l'avez très certainement tous déjà constaté, sous l'effet de l'émotion, votre voix se modifie. On dit d'ailleurs que la voix est le miroir de l'âme. Je vais ici vous illustrer ces modifications acoustiques de la voix sous l'effet des émotions. C'est un extrait d'un discours politique. À l'unité de notre nation. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs. Donc une relation évidente entre émotion et voix, bien entendu. Et puis la littérature scientifique s'accorde pour dire que pour un tiers des travailleurs, la voix représente le principal outil de travail. C'est le cas, par exemple, pour cette enseignante maternelle qui va rythmer tout au long de la journée les apprentissages des élèves et l'organisation de la classe grâce à sa voix. Donc c'est là un bel exemple de ce que l'on appelle un professionnel de la voix. Les professionnels de la voix, ce sont toutes ces personnes pour lesquelles la voix représente le principal outil de travail. Elles ne peuvent absolument pas se passer de leur voix pour le bon exercice de leur profession. Et en fonction des métiers, certains professionnels ont besoin d'une qualité de voix
constante. Dans d'autres métiers, on a besoin d'une voix qui est particulièrement résistante. Et pour d'autres, enfin, on a besoin d'une voix qui a une esthétique particulière. Et je pense là aux métiers artistiques. Parmi les professionnels de la voix, on pourra citer donc tous ces artistes que sont les chanteurs, les comédiens, les conteurs. Tous ces professionnels qui ont besoin également de leur voix pour transmettre un message. Donc la voix qui a ici un rôle pédagogique chez les enseignants, les formateurs, les conférenciers. Et puis toute une frange des travailleurs qui ont besoin d'utiliser leur voix de façon récurrente au téléphone. Le cas par exemple des standardistes ou des secrétaires, l'usage vocal au téléphone étant un usage particulièrement fatigant. Alors il y a des métiers dans lesquels on a besoin de la voix comme outil de séduction ou encore pour convaincre. C'est le cas des commerciaux, des avocats ou encore des politiciens. Parmi tous ces professionnels de la voix, on se pose la question de savoir quels sont les métiers qui sont les plus à risque pour la voix. Quels sont les métiers pour lesquels on risque de développer notamment des dysfonctions vocales. Eh bien, c'est une question qu'on s'est posée au CHU de Liège et qui nous a amené à réaliser une étude rétrospective sur 1079 patients qui ont consulté dans notre service d'ORL avec pour plainte un trouble de la voix. Donc sont inclus dans cette étude uniquement les patients qui viennent consulter pour la première fois pour une cause de problème de voix et chez ces patients, on a réalisé un examen médical. Donc c'est un ORL qui a examiné tous ces patients avec pour but de pouvoir déterminer l'état de leur larynx. Une première observation que l'on a pu faire, c'est une observation de la répartition de nos patients selon le genre. Alors dans ce diagramme, vous pouvez voir que 30% des patients qui ont consulté sont des messieurs et 70% des patients qui consultent pour un problème de la voix sont des dames. Ces données reflètent complètement d'autres observations dans d'autres cliniques de la voix à travers le monde. Les femmes ont une prévalence beaucoup plus élevée. Donc elles ont plus de risques de présenter des troubles de la voix que les messieurs, et cela pour différentes raisons. Donc dans un premier temps, des raisons qui sont purement anatomiques, puisque les larynx des hommes et des femmes sont constitués différemment. Le larynx des dames étant plus petit et constitué avec des tissus qui sont plus fragiles. Par ailleurs, il y a une autre différence fondamentale entre les hommes et les femmes, c'est la fréquence de la voix. Vous savez que les femmes ont une voix plus aiguë, ce qui implique qu'elles ont une fréquence de vibration des cordes vocales plus importante, et cela va faire partie des risques qui vont favoriser des pathologies de la voix. Deuxième observation par rapport à notre groupe de patients qui ont consulté pour troubles de la voix, eh bien, c'est la répartition selon le statut professionnel. 11% des patients étaient sans emploi, 16% étaient étudiants, 20% étaient retraités et 53% des patients qui consultent sont des travailleurs. C'est spécifiquement ces 53% de travailleurs qui vont nous intéresser pour la suite des résultats. Donc ici, ce groupe représente 577 patients que nous allons analyser de façon plus affinée afin de pouvoir déterminer les catégories professionnelles qui sont les plus représentées dans nos consultations. Alors, parmi ces 577 travailleurs qui consultent pour un trouble vocal, il y en a 129 qui sont des enseignants. Derrière les enseignants, on retrouve 55 employés de bureau, 50 artistes, 41 commerçants, 39 directeurs et cadres. Ensuite, on retrouve les ouvriers, les infirmiers, infirmières, les travailleurs sociaux, les travailleurs paramédicaux, les professionnels de la musique, spécifiquement les professeurs de musique et de solfège, et puis
les 128 patients restants sont les autres catégories professionnelles. Donc ça nous donne une idée des métiers qui sont les plus représentés en consultation pour un problème de voix. Et ce qui alerte vraiment ici, c'est le fait que plus d'un patient sur 5 est un enseignant. Donc plus d'un travailleur sur 5 qui va consulter pour trouble de la voix est un enseignant. Alors si le métier d'enseignant est un des plus à risque pour la voix, c'est également un des métiers les plus exigeants sur le plan vocal. Avec sa voix, l'enseignant va devoir capter l'attention des élèves dans le but de pouvoir transmettre un contenu pédagogique. Et avec sa voix, il va également devoir assurer la gestion de la classe, les questions d'organisation ainsi que les questions de discipline. Je vais ici vous diffuser une vidéo qui illustre toute une série de contraintes vocales qui sont vécues au quotidien par les enseignants. De bruit sinon. La voix, c'est pour Amandine un outil indispensable, sa meilleure alliée. Fabien va nous relire la première phrase. Mais en fin d'année scolaire, la fatigue s'installe. Alors pour la découvrir, je vais vous faire écouter une petite chanson avec une tortue. On sent vraiment l'usure se mettre en place, l'usure peut-être des cordes vocales ou une voix qui se pose moins bien, un ton qui est moins présent, une intonation qui est moins modulable. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amandine parle beaucoup et parle fort pour couvrir le bruit ambiant. Un bruit parfois à la limite du supportable. 200 enfants prennent leur repas ici. Nous mesurons près de 85 décibels. La norme recommandée est de 50. Pas étonnant que la directrice ait déjà consulté un ORL. Si par moment je dois élever la voix, eh bien, je veux dire, dans les minutes qui suivent, j'ai vraiment du mal de récupérer ma voix. J'ai des moments où j'ai vraiment une extinction de voix. Ça peut être une catastrophe. Je peux être aphone pendant 2 voire 3 jours. Je vous souhaite un bon appétit. Nodules, fatigue vocale, les institutrices sont surreprésentées dans les consultations spécialisées. Partant de ce constat, une étude a été menée sur près de 40 institutrices. À l'aide d'un capteur posé sur la gorge, une chercheuse a mesuré leur utilisation vocale. De manière générale, on observe que les enseignantes utilisent leur voix pendant 1/5 du temps quand elles sont au travail et qu'elles parlent surtout à des niveaux d'intensité et de fréquence plus élevés que d'autres professionnels. Donc on vient de voir l'importance de la voix pour ces professionnels de la voix que sont les enseignants. Maintenant, nous allons essayer de comprendre un peu plus en détail le fonctionnement de la voix. Je vais vous parler des principaux principes d'anatomophysiologie de la phonation. Par phonation, on entend l'ensemble des phénomènes qui vont concourir à la production de la voix et, bien entendu, du langage articulé. La discipline qui s'intéresse à ces questions précises s'appelle la vocologie. Donc, les vocologistes sont les personnes qui vont s'intéresser à l'étude de la voix, mais également à son évaluation et à sa rééducation. Alors, le fonctionnement vocal peut se décomposer en 3 étages principaux. On va commencer par la soufflerie, qui est le système qui va générer un courant d'air expiré, c'est-à-dire l'énergie aérodynamique qui va permettre de faire vibrer le vibrateur qui se situe au niveau du larynx, le vibrateur étant les 2 plis vocaux que vous pouvez visualiser sur cette vidéo. Ensuite, une fois que le son est généré au niveau des cordes vocales, le travail n'est pas terminé. Il va y avoir un rôle extrêmement important qui sera joué par les résonateurs, donc ces cavités pneumatisées qui sont au-dessus des cordes vocales et qui vont contribuer à moduler le son et à l'amplifier. Vous pouvez d'ailleurs voir ces résonateurs en action pour articuler les différents phonèmes du langage. On va d'abord faire un zoom sur la soufflerie. Vous pouvez ici visualiser la cage thoracique avec les côtes. Et vous voyez que ce gros muscle, ces coupoles, sont en fait le diaphragme. Le diaphragme qui est le muscle principal de l'inspiration. Lorsque l'on inspire, les poumons se gonflent d'air, le diaphragme se contracte
et s'abaisse. Ensuite, sur l'expiration, le diaphragme va permettre de réguler la pression d'air, puisque quand il s'agit de faire vibrer les cordes vocales, il faut envoyer la juste quantité de pression d'air, ni trop, ni trop peu. Donc une fois que cette pression d'air arrive sous les cordes vocales, ça va contribuer à mettre les cordes vocales en vibration. Donc lorsque vous voulez utiliser votre voix, vos cordes vocales que vous voyez ici d'en haut se mettent en adduction, donc elles se rapprochent l'une de l'autre, et sous l'effet du courant d'air expiré, elles vont se mettre à vibrer. Alors que lorsque vous respirez, les plis vocaux ou cordes vocales restent en ouverture, sans mouvement spécifique. Donc pour être certain que cette notion soit limpide avant de poursuivre, les cordes vocales se trouvent à ce niveau, dans le larynx, plus ou moins au niveau de la pomme d'Adam, qu'on peut facilement palper chez les messieurs. C'est un cartilage, la pomme d'Adam, c'est le cartilage thyroïde. Juste derrière ce cartilage, vous avez les deux cordes vocales qui sont positionnées de façon horizontale. Je vais ici vous montrer une petite illustration qui va clarifier tout ça. Donc là, vous avez une vue des cordes vocales, c'est une vue supérieure, et ensuite vous allez avoir une vue postérieure. La pression d'air va s'accumuler en dessous des plis vocaux. Et une fois que cette pression d'air est suffisante, ça va permettre de mettre les deux cordes vocales en mouvement et on va avoir de l'air qui s'échappe sous forme de puffs d'air successifs, extrêmement rapides. Extrêmement rapides puisque les plis vocaux des femmes vibrent entre 200 et 250 fois par seconde, alors que les plis vocaux des messieurs vont vibrer entre 100 et 150 fois par seconde. Ce sont des mouvements extrêmement rapides qui sont impossibles à visualiser à l'œil nu. C'est pour ça qu'on utilise des stratégies telles que par exemple la vidéostroboscopie ou encore la cinématographie ultra rapide qui nous donne les images de vibration que vous pouvez observer à droite. Donc ce sont des cordes vocales qui vibrent. Vous les visualisez bien entendu au ralenti puisque ce mouvement se produit 100 à 200 fois par seconde. Sur la photo de gauche, vous voyez des plis vocaux en parfaite santé. Donc il s'agit de petites bandes blanches nacrées qui sont rectilignes. Donc là, on a créé le son. Les plis vocaux ont généré le son. Elles ont transformé l'énergie aérodynamique en de l'énergie acoustique. Mais le job est loin d'être fini et c'est là que vont intervenir les cavités de résonance constituées par le petit espace au-dessus du larynx, mais également le pharynx, la cavité buccale, l'espace entre les lèvres ou encore, pour certains sons de la langue, la cavité nasale. Pour que vous puissiez mieux appréhender l'importance des résonateurs, je vous fais entendre un son qui est enregistré avec un petit micro directement à la sortie du larynx, juste au-dessus des cordes vocales. Et si on enregistre cette même production à la sortie de la bouche, voici ce qu'on obtient. Ave Maria. Vous comprenez mieux l'importance maintenant des résonateurs qui vont notamment permettre l'articulation. Là, je viens de vous expliquer comment les choses se déroulaient quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand la voix dysfonctionne ? Bien, quand la voix dysfonctionne, on peut avoir un ou plusieurs des étages que je viens de vous écrire qui sont perturbés. Je vais commencer par un petit peu de terminologie. Donc, quand on parle de dysfonction de la voix, on va utiliser le terme dysphonie. La dysphonie, c'est le dysfonctionnement de la voix qui va se manifester par une altération acoustique de la voix. Parmi les dysfonctions vocales, on va repérer deux grandes catégories. La première étant la dysphonie fonctionnelle ou encore dysphonie dysfonctionnelle.
Ce type d'altération de la voix apparaît en l'absence de toute perturbation organique. Donc c'est le geste vocal du locuteur qui est perturbé, mais lorsqu'on examine le larynx du locuteur, on voit que les cordes vocales sont en parfaite santé. La deuxième grande catégorie, c'est la catégorie des dysphonies organiques. Et là, la voix est perturbée, mais lorsque l'on observe le larynx, on comprend pourquoi la voix est perturbée, puisqu'il peut y avoir la présence de lésions telles que des nodules, des œdèmes, un polype, un kyste ou d'autres pathologies. Je vous fais entendre un court extrait d'une voix chez une patiente qui présente des nodules vocaux. Donc c'est une pathologie qui est absolument bénigne, mais qui peut toutefois être très handicapante. Quand René périt, Rachel Zelé grogna fort. À cet instant, Vic sortit contempler le jour naissant. Donc lorsqu'une dysfonction vocale est présente, le locuteur peut ressentir de nombreuses plaintes qui peuvent être de l'ordre de la fatigue vocale, de la douleur ou de l'inconfort au niveau de la gorge, au niveau du larynx. On peut également ressentir de la faiblesse vocale ou encore du forçage vocal. Dans certains cas, ça va se manifester par une qualité de voix qui se dégrade, une voix rauque, une voix enrouée, une voix soufflée. Et dans le pire des cas, on va avoir une aphonie, l'aphonie étant l'impossibilité totale de produire du son. Quand on est face à ce type de problématique, que peut-on faire? Qui peut-on consulter et quand faut-il consulter? Eh bien, les spécialistes à consulter quand on rencontre un problème de voix, c'est dans un premier temps des spécialistes médicaux qui sont les ORL ou les phoniatres, le phoniatre étant le médecin de la voix. Donc ces médecins vont examiner le patient et vont très précisément examiner le larynx à l'aide d'outils spécifiques tels que ceci, une petite caméra qu'on introduit par la bouche ou encore une caméra qu'on introduit par le nez et qui va permettre d'examiner les cordes vocales lors de la production de la voix. Une fois le diagnostic médical établi, eh bien, on va faire appel à des orthophonistes ou des vocologistes ou des logopèdes, si on se trouve en Belgique. Et ces personnes vont réaliser un examen fonctionnel de la voix. On va essayer de comprendre comment le locuteur produit le son. Donc on s'intéresse ici aux gestes. On va réaliser des analyses objectives de la voix qui vont par exemple inclure des analyses acoustiques ou des analyses aérodynamiques, mais l'examen va également se composer de mesures subjectives. À partir de quand consulter un spécialiste pour la voix? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il est bon de consulter quand on a une difficulté vocale récurrente et également quand on présente une difficulté vocale chronique, donc une voix qui est altérée depuis plus de 2 semaines sans récupération. Ça semble être une indication pour consulter. Cela va bien entendu dépendre de l'usage vocal que l'on a et de si on est un professionnel de la voix ou pas. Lorsqu'on est face à une dysphonie, les professionnels vont dans un premier temps s'intéresser à déterminer l'origine de cette dysphonie. L'origine peut être d'une part purement qualitative, donc c'est l'aspect qualitatif qui est altéré. Dans ce cas-là, on parle de malmenage vocal. Le malmenage vocal, c'est un geste vocal qui est inadéquat pour un des 3 étages de la production vocale dont on a parlé tout à l'heure, et ce geste vocal, dans certains cas, peut même devenir nocif. Une autre possibilité d'origine, eh bien, c'est l'aspect purement quantitatif. Donc ici, le problème n'est non pas un geste vocal inadéquat, mais plutôt un usage vocal qui est excessif. Donc c'est une surcharge vocale, une utilisation abusive de la voix ou un manque de repos vocal, une absence de récupération tissulaire. À partir du moment où on a identifié là où les origines du problème, on va pouvoir proposer le traitement adéquat. Si on est face à un problème d'ordre qualitatif, on va s'intéresser à corriger
le geste moteur vocal. Et là, c'est le job des orthophonistes, des coachs, des professeurs de chant dans certains cas, ou des vocologistes. Par contre, quand c'est l'aspect quantitatif qui pose problème, si on est face à une personne qui présente une fatigue vocale parce qu'elle surcharge sa voix, l'indication va être complètement différente. Dans ce cas-là, on va chercher à diminuer la charge vocale. Je vais vous donner quelques informations sur la charge vocale. Donc, la charge vocale concerne ici les contraintes qui sont appliquées aux structures qui interviennent dans la production de la voix. Par charge vocale, on entend les stress mécaniques qui sont appliqués au tissu. Alors, cette charge vocale va dépendre de différents paramètres. Dans un premier temps, la durée de phonation. Plus on parle longtemps, plus la charge vocale est élevée, c'est évident. Deuxième paramètre, c'est la fréquence fondamentale de la voix, le nombre de vibrations effectuées par unité de temps qui va déterminer la hauteur de la voix. Plus la fréquence fondamentale est élevée, plus la charge vocale elle-même sera élevée. Le troisième facteur principal qu'on va identifier dans la charge vocale, c'est l'intensité de la voix, c'est-à-dire le volume. Plus on parle fort, plus la charge vocale sera élevée. Donc, chacun de ces facteurs, pris isolément ou en cohabitation, vont déterminer la charge vocale. Il est important d'appréhender ce concept de charge vocale parce que lorsqu'elle est trop importante, le risque est de dépasser les capacités de récupération tissulaire qui sont propres à chacun. Et quand on dépasse ces capacités de récupération, on parle de phonotraumatisme, de traumatisme de la voix, qui risque de déboucher sur certaines lésions du larynx. Alors, maintenant qu'on sait que la charge vocale est susceptible de générer des phonotraumatismes, la question évidente, c'est quelle est la limite à ne pas dépasser ? Est-ce qu'il y a des consignes claires à respecter ? Eh bien, malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne disposons pas de normes et c'est une question à laquelle nous avons cherché à répondre dans une étude réalisée à l'Université de Liège. Nous nous sommes spécifiquement centrés sur la charge vocale d'une population d'enseignants. Donc nous avons rassemblé des enseignantes qui ne présentaient pas de problème de voix. 21 enseignantes du niveau maternel, 20 enseignantes du niveau primaire et 20 enseignantes du niveau secondaire. Chacune de ces personnes a gentiment accepté de porter un dosimètre vocal, comme illustré sur cette image, pendant une semaine complète, du matin au soir. Donc on a traqué leur activité vocale pendant une semaine. À l'aide de cet appareil, on a un capteur de vibration, un accéléromètre, qui a pu déterminer à quel moment les plis vocaux vibraient, à quelle intensité et à quelle fréquence. On a donc mesuré la charge vocale de ces enseignantes. Alors voici le type de graphique de résultats que l'on peut obtenir sur une journée complète d'enregistrement. Vous voyez ici qu'au début de la journée, quand les enseignantes sont au travail, on a une utilisation de la voix qui est relativement importante, représentée par les courbes vertes. En dehors du travail, on a une utilisation vocale qui est un peu moins élevée. Et puis, la courbe noire représente l'intensité vocale des locuteurs. À partir de ce jeu de données, on s'est posé deux questions principales. La première question étant: quel est l'effet du niveau enseigné ? Est-ce qu'on va observer des différences en fonction du niveau d'enseignement de ces enseignantes ? Et la deuxième question, c'est quel est l'effet du contexte, à savoir, est-ce qu'il y a des différences entre l'usage vocal professionnel et extra-professionnel ? Les résultats, du point de vue durée de phonation, montrent que donc vous pouvez visualiser en noir les résultats sur la période professionnelle et en gris les résultats propres à l'usage vocal extra-professionnel. Donc vous pouvez observer ici que l'on a
un usage vocal professionnel qui avoisine les 20% de vibrations pendant la période de travail. Donc 20% du temps, lorsque les enseignantes sont au travail, eh bien, leur corde vocale vibre. C'est le cas pour les 3 niveaux d'enseignement, donc maternelle, primaire et secondaire. Et ce que l'on observe, c'est cette chute considérable à 10% environ en usage vocal extra-professionnel. Donc les enseignantes parlent 2 fois plus quand elles sont au travail que quand elles sont dans leur vie privée. Au niveau de l'intensité vocale, vous pouvez visualiser que les enseignantes du maternel et du primaire ont une voix qui avoisine les 80 décibels à 15 cm de la bouche quand elles sont sur leur lieu de travail. C'est un volume vocal qui est considérable, encore une fois. Et fort heureusement, quand ces personnes rentrent chez elles, elles diminuent, si tout va bien, d'environ 5 à 10 décibels. On peut également remarquer que pour les enseignants du secondaire, on a des valeurs d'intensité un peu moins élevées que pour les niveaux plus faibles d'enseignement. Qu'en est-il maintenant de la fréquence vocale, donc de la hauteur de la voix? Eh bien, on observe de nouveau que la hauteur de la voix est systématiquement plus élevée en contexte professionnel par rapport au contexte extra-professionnel, quel que soit le niveau enseigné. Mais ce que l'on va remarquer ici, c'est une différence en fonction du niveau enseigné. Donc, les enseignants du maternel vont utiliser une voix qui est plus aiguë que les enseignants du niveau primaire, qui elles-mêmes vont utiliser une voix plus aiguë que les enseignantes du secondaire. Pourquoi est-ce que les enseignantes qui travaillent avec des jeunes enfants dans le maternel utilisent une voix plus aiguë? Alors, on a pu émettre quelques hypothèses explicatives. Donc là, on suspecte quand même un effet du bruit ambiant. Dans les classes maternelles, il y a généralement beaucoup de bruit ambiant, davantage que dans les classes primaires et que dans les classes secondaires. Et ce bruit ambiant aurait tendance à générer l'augmentation de fréquence vocale des enseignantes. Par ailleurs, l'utilisation d'une voix plus aiguë, mais également de modulation de fréquences plus importantes, permettrait à ces enseignantes de maintenir l'attention des petits-enfants. Et enfin, on imagine qu'il y a un phénomène de convergence, ce qui est souvent observé dans la parole. Donc quand vous vous adressez à un interlocuteur, en général, vous avez tendance à imiter ses caractéristiques vocales. Et là, on imagine que les enseignantes, pour se rapprocher des petits-enfants du niveau maternel, vont utiliser une voix plus aiguë. Ce qui, bien entendu, représente une charge vocale beaucoup plus importante. Alors, le métier d'enseignant, c'est beaucoup de contraintes. Premièrement, c'est la charge vocale qui est élevée. Dans cette étude de dosimétrie, on a pu mesurer que les plis vocaux vibrent plus de 2 millions de fois au cours d'une journée, ce qui est considérable en termes de stress mécanique. Outre la charge vocale, les enseignants doivent s'exprimer dans des situations de communication qui sont généralement difficiles. Une acoustique défavorable, avec des locaux qui ne sont pas forcément conçus pour supporter la voix de façon optimale, la présence de bruit ambiant, et ces personnes sont souvent amenées à projeter leur voix dans de vastes espaces. Tous ces constats nous amènent à observer que chez cette population d'enseignants, on a une prévalence des troubles de la voix très élevés, puisque au cours de leur carrière, on va remarquer que plus de la moitié des enseignants rapportent un problème de voix. Ça représente un réel problème de santé publique, puisque ces troubles de la voix chez les enseignants vont avoir un impact non seulement sur la qualité de vie de l'enseignant lui-même, mais un impact négatif sur la qualité de l'enseignement, ainsi que sur l'apprentissage des élèves. On a vu que l'usage vocal professionnel implique beaucoup de contraintes. La plupart du temps, il se fait que les problèmes de voix vont résulter d'un manque d'adaptation du locuteur à toutes ces contraintes, et principalement à la contrainte que représente le bruit ambiant.
Donc ici, je vais vous illustrer un phénomène bien connu qui s'appelle l'effet lombard dans le domaine de la parole. En présence de bruit, quand un locuteur cherche à s'exprimer, il va augmenter de façon inconsciente le volume de sa voix. Alors, nous avons tous tendance à faire cela, et l'explication serait que l'auditeur, quand il parle plus fort en présence de bruit, il le fait d'une part dans le but d'avoir un retour sur sa propre production, puisque sans retour, on ne peut pas contrôler sa production. Et le deuxième objectif, bien entendu, c'est un objectif destiné à l'auditeur, puisqu'on va chercher à ce que notre parole soit intelligible pour cet auditeur. Donc ces modifications inconscientes contribuent bien entendu à l'augmentation de l'effort vocal. Si je parle plus fort, je vais me fatiguer davantage. Le risque, si j'utilise ce comportement de façon répétée, c'est de générer des troubles vocaux. Justement, les troubles vocaux, parlons-en. Une fois qu'ils sont présents, quel traitement peut-on proposer ? Dans le domaine de l'orthophonie et de la vocologie, il existe différents moyens d'action que l'on va pouvoir mettre en place pour traiter ces différents troubles de la voix. Et un premier moyen d'action, ce sera le contrôle de l'environnement. Donc si le problème, c'est le bruit ambiant, je peux agir directement sur le bruit ambiant en cherchant à diminuer ce bruit ambiant. Deuxième moyen d'action, c'est les conseils d'hygiène vocale. Donc on va donner des conseils d'hygiène vocale au locuteur dans le but qu'il puisse préserver au maximum son appareil vocal. Le type de conseil d'hygiène vocale que l'on peut prodiguer, c'est respecter des périodes de repos suffisants ou encore s'hydrater. Ensuite, nous pouvons proposer un travail de technique. Donc on va travailler sur le geste vocal. Ce travail technique peut se réaliser avec des orthophonistes, des coachs, des professeurs de chant, des vocologistes. Et enfin, un quatrième moyen d'action va être de travailler les stratégies de communication, puisque la communication, c'est effectivement la voix, mais ce n'est pas que la voix. Il y a également le non-verbal qui peut supporter la production verbale. Donc tous ces moyens d'action, on peut les répartir en deux catégories principales. La première catégorie regroupe ce que l'on appelle les méthodes indirectes. Ces méthodes indirectes vont agir sur les facteurs qui contribuent à la dysphonie. Donc on va agir sur les facteurs environnementaux, sur les aspects cognitifs, mais également sur les aspects psychologiques. La deuxième grande catégorie de traitement que l'on peut proposer englobe les méthodes directes. Et ces méthodes directes de prise en charge vont avoir pour but de modifier le comportement moteur vocal en travaillant directement sur les aspects de la production. Donc en travaillant sur le geste respiratoire, sur la production du son, sur la résonance de la voix ou encore sur l'articulation. Bien entendu, en recherche, on a cherché à quantifier l'efficacité de ces diverses méthodes. Plusieurs d'entre elles montrent fort heureusement une bonne efficacité thérapeutique. Elles permettent d'améliorer le comportement moteur vocal, mais malheureusement, pour une partie d'entre elles, les effets se limitent à la production vocale dans le cadre thérapeutique, donc dans le milieu hospitalier ou dans le cabinet de l'orthophoniste. Et quand il s'agit de transférer les résultats aux situations de communication réelles, on se trouve face à des difficultés relativement importantes. Et c'est le cas de façon très spécifique chez les enseignants qui doivent s'exprimer dans des situations de communication complexes avec de multiples contraintes. Donc dans le but de combler les limitations des méthodes de traitement existantes, nous avons mis en place un projet de recherche qui s'appelle Virtuvox. C'est un projet de recherche qui est financé par le FNRS en Belgique et qui est mené à l'Université de Liège. Ce projet de recherche est mené en collaboration avec le laboratoire de cyberpsychologie de l'UCO et
bien entendu, il porte spécifiquement sur la population des enseignants. Notre objectif va être ici de simuler des situations de classe à l'aide de la réalité virtuelle. L'objectif de ce projet va être d'évaluer l'apport de la réalité virtuelle pour apprendre ou pour réapprendre un comportement moteur vocal qui soit efficace, mais surtout qui soit applicable en situation d'enseignement. Alors, comment est-ce que ça se déroule précisément? Eh bien, nous allons proposer aux enseignants de porter un casque de réalité virtuelle et à l'aide de ce dispositif, les enseignants reçoivent des stimuli visuels, ici en l'occurrence une classe d'élèves, et dans le même temps, ils sont confrontés à des stimuli auditifs, des bruits ambiants de différentes natures et de différents volumes. Et dans ces conditions, nous allons créer des expériences d'apprentissage qui vont permettre à ces personnes d'acquérir un comportement vocal optimal. L'idée est de pouvoir intégrer ce comportement dans un environnement contrôlé, à savoir l'environnement virtuel, avant de pouvoir appliquer ce comportement en situation réelle, donc en classe écologique. L'avantage, bien entendu, de la réalité virtuelle va être qu'on pourra répéter aussi souvent que nécessaire les situations problématiques afin de pouvoir ancrer les apprentissages. Alors, dans le cadre de ce projet de recherche, nous cherchons bien entendu à valider une classe virtuelle sur le plan du comportement vocal. Nous avons absolument besoin qu'une fois qu'ils sont immergés en réalité virtuelle, ces enseignants génèrent des comportements vocaux qui soient similaires à ce qui est produit en situation réelle. Donc, c'est sur ces aspects-là que l'on travaille actuellement dans le cadre de mon séjour de recherche au laboratoire de cyberpsychologie. Et l'idée est que nous allons par la suite pouvoir valider scientifiquement une nouvelle méthode de prévention et de traitement des troubles de la voix dans la population enseignante. Et cette méthode se veut bien entendu la plus proche possible des situations de communication réelles. Bien entendu, nous allons également nous baser sur les principes de la pratique clinique qui se base sur les preuves fournies par la science avant de pouvoir délivrer des lignes de conduite aux cliniciens orthophonistes et vocologistes pour appliquer ces nouvelles méthodes de traitement. Alors, je suis certaine que cette collaboration entre l'UCO et l'Université de Liège va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans le domaine de la thérapie vocale et de façon plus générale dans le cadre de la thérapie en orthophonie. Je vous remercie pour votre écoute et je répondrai à vos questions avec un grand plaisir. Alors, merci, Dr. Remacle. Est-ce qu'il y a des questions, soit sur la pathologie, soit sur des solutions? Oui? On va prendre le micro si ça ne dérange pas, puisqu'on est web diffusé puis c'est enregistré. S'il y a des gens qui préfèrent ne pas être au micro, je pourrais reformuler. Bonjour, bien d'abord, merci beaucoup. Puis, j'ose croire que l'utilisation de votre micro, c'est un exemple à suivre pour les enseignantes à l'université qui ont des classes très profondes. Ça fait partie des méthodes indirectes, je dirais. Oui, tout à fait. J'ai bien compris. Bon, d'accord. Mais j'avais une question au sujet de l'utilisation de la réalité virtuelle. Dans la situation d'une classe virtuelle, est-ce qu'il va être possible pour l'enseignante de s'approcher de l'élève turbulent pour lui parler doucement? Ou est-ce que malgré la réalité virtuelle, on est un peu contraint à ne pas s'avancer dans cet univers-là? Alors à terme, ça fait partie des objectifs pour que l'expérience soit la plus réaliste possible et la plus en phase avec les situations de communication réelles. L'idéal serait qu'on puisse permettre aux utilisateurs de se déplacer dans l'environnement.
Dans un premier temps, on imagine cibler la thérapie sur les aspects purement vocaux, donc le comportement vocal en lui-même. Par la suite, ce dispositif pourra nous permettre de travailler des stratégies qui sont autres que vocales, parce que là, c'est une stratégie très intéressante, mais qui n'est pas purement vocale, qui est davantage une stratégie qui va agir sur les méthodes autres, notamment des méthodes non verbales, mais qui sont à travailler absolument avec les professionnels de la voix, c'est certain. Merci. S'il y a d'autres questions, en attendant, juste, je sais qu'il y a des gens sur Facebook Live qui nous suivent présentement. Alors, si les gens commentent aujourd'hui le 15 mai, ne faites pas ça d'autres journées qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse, mais pour les commentaires qui sont formulés aujourd'hui sur Facebook, le 15 mai vers 1h moins 10, je vais les prendre dans un instant, puis on va pouvoir y répondre aussi. Question de Mme Forgette, ou professeur Forgette. Alors, merci beaucoup. Excellente présentation. Comme je vous disais tout à l'heure, je sors d'un cours et effectivement, j'ai la voix qui est un peu douloureuse. Moi, je me questionnais par rapport à l'anxiété. Ah, puis vous êtes dans un laboratoire où on en parle beaucoup. Intuitivement, j'ai l'impression que lorsque j'enseigne, c'est quand même une performance. Et je réalise aussi que l'élément de soufflerie dont vous avez parlé un peu plus tôt, je me demande même si je respire pendant les 3 heures où j'enseigne. Alors, si vous pourriez un petit peu parler du lien entre l'anxiété, le fait de devoir offrir une performance et les impacts que ça peut avoir au niveau de la voix. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, l'anxiété est certainement un facteur qui joue un rôle très, très important dans la production de la voix. Et qui est à prendre en compte dans toute prestation d'un professionnel de la voix, que ce soit un enseignant ou les artistes chez qui on parle de la fameuse anxiété de performance. Donc l'anxiété sur la production vocale, elle va avoir un impact positif quand cette anxiété n'est pas trop élevée. Elle va avoir pour effet d'améliorer les performances. Mais dès que cette anxiété dépasse un certain seuil, on va avoir un effet qui est clairement négatif sur la production de la voix. Comme vous le mentionnez, l'anxiété va impacter différents aspects physiologiques, dont la respiration. Et la respiration, c'est le support principal de la phonation. Donc si on perd le contrôle du mouvement respiratoire, la gestion de la voix derrière devient vraiment très complexe. Donc je pense que l'aspect anxiété dans nos prises en charge, même dans les formations, dans la prévention, sur la thématique de la voix, l'anxiété est absolument primordiale. Et on doit apprendre à nos locuteurs à ressentir les indices physiologiques d'une anxiété pour pouvoir les contrôler avant de pouvoir mieux contrôler la voix. On travaille en orthophonie, on travaille beaucoup à l'aide de méthodes de relaxation, de la sophrologie, diverses méthodes qui ont pour but d'aider le sujet à diminuer l'anxiété et à reprendre le contrôle sur les aspects physiologiques. Il me vient en tête l'idée selon laquelle, en tout cas c'est une question, est-ce qu'une voix plus grave, donc une voix masculine, est-ce que, là tu disais la fréquence est moindre, est-ce qu'une voix plus grave apporte plus d'autorité, mais j'étais en train de me demander si j'utilise une voix plus grave pour communiquer avec des jeunes enfants, est-ce que justement ils vont avoir tendance à mieux m'écouter, puis est-ce que je vais moins fatiguer ma voix au lieu de tenter de crier haut par-dessus? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, le fait que la voix plus grave va avoir tendance à probablement apaiser les élèves. Donc, on sait que les voix plus graves sont rassurantes
et apaisante, tandis que les voix suraiguës ont l'effet inverse. Donc les enseignantes qui utilisent des voix suraiguës vont avoir pour effet d'augmenter le niveau d'excitation de la classe. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Par ailleurs, la modulation de la voix reste quand même un aspect qui est important et qui permet de moduler le comportement de la classe et de le réguler. Alors ensuite, si j'en viens à la deuxième partie de votre question qui porte sur la fatigue vocale, si j'ai bien compris, est-ce qu'utiliser une voix grave serait plus ou moins fatigant ? Ce qui est important, en fait, c'est d'utiliser une hauteur de voix, une fréquence vocale qui est adaptée à notre propre physiologie. Donc si on est une femme avec de petites cordes vocales, si on se force à utiliser une voix grave, eh bien on va fatiguer, voire risquer de traumatiser notre appareil vocal. Voilà. Donc la hauteur de voix dépend principalement de notre anatomie et il faut respecter cela, c'est extrêmement important. Oui, d'autres questions? Bonjour, merci de votre présentation. Je ne suis pas très familière avec la réalité virtuelle pour l'expérience, mais dans la mesure où vous avez commencé votre présentation en disant que la voix, c'est un outil de communication, est-ce que la réalité virtuelle permet effectivement que les étudiants dans une classe réagissent au changement vocal du professeur? Alors, ça fait partie des possibilités. Donc, ce projet est un projet extrêmement novateur. Donc, comme dans tout projet de recherche, on se doit de contrôler au maximum les variables que l'on module. Donc, dans un premier temps, on ne va pas utiliser cette possibilité, mais à terme, c'est évidemment l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une interaction entre la voix de l'enseignant et le comportement des élèves. Donc avoir des élèves qui auront des attitudes différentes en fonction de la façon dont l'enseignant va utiliser et moduler sa voix. Oui. Merci. Une dernière question? J'ai rien vu en ligne. Moi, je vais en avoir une. Mais selon vous, il me semble intéressant d'utiliser une stratégie de modulation de la voix. Ça semble à la portée des enseignants. Je pense en professeur d'université, des fois, juste à parler plus lentement, ça saisit ma classe. Et ça, c'est peut-être des trucs que nous, on peut utiliser plutôt que de faire ce qu'on est porté à faire, qui est d'augmenter. Avez-vous 2 ou 3 suggestions peut-être, mais moins pour les enseignants primaire, mais plus dans des grands groupes ou universitaires, peut-être 2 ou 3 trucs qu'on pourrait appliquer? Les modulations, comme vous le suggérez, c'est extrêmement important. Donc, toute modulation, que ce soit une modulation de débit, j'accélère, je ralentis, ça permet de ramener l'attention dans l'auditoire. Les modulations d'intensité, je parle moins fort, je parle plus fort, je génère un effet de surprise, et les modulations de fréquence. Donc j'évite de parler avec une voix monotone comme sur un discours prêché. Je vais générer des modulations de fréquence pour également rendre le discours plus agréable et réveiller l'attention de l'auditoire. Donc ça, ce sont des stratégies qui sont à utiliser. Alors quand on sent qu'on perd l'auditoire, là peut s'installer une situation d'anxiété. Je pense que c'est très anxiogène, le fait de savoir que les gens qu'on a face à nous, on les a perdus, ils sont sur leur tricot. Voilà. Donc là, en général, ce qui se passe de façon tout à fait inconsciente, c'est qu'on fait tout ce qu'on ne doit pas faire. Donc on augmente le volume de la voix, on augmente le débit, et ça, c'est probablement pas les stratégies qui vont permettre de récupérer l'auditoire, et c'est de façon très certaine les stratégies qui vont nous permettre de perdre notre voix. Donc, le conseil, c'est effectivement de reprendre contrôle sur sa respiration, sa posture, et calmer les choses. Voilà, ne pas se laisser submerger par le stress que ces situations génèrent.
merci beaucoup, Dr. Remacle. C'était très apprécié. Merci à vous. Merci. Puis au plaisir. Si vous avez des questions, elle est avec nous encore pendant quelques jours. Ça fait plaisir. Elle est très accueillante. Merci. Ne vous gênez pas d'aller la voir.